Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Mardi prochain, 28 avril, aura lieu une matinée consacrée au repreneuriat. Ça se déroulera au domaine de Trinité, s'organiser entre autres par NextDev, la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu et le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. Pour nous parler de cette matinée et aussi de ce que c'est exactement le repreneuriat, je reçois M. Denis Ellefson, qui est le conseiller service aux entreprises chez NextDev. M. Ellefson, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Donc, expliquez-nous d'abord ce que sera cette matinée là, de mardi prochain là, consacrée au repreneuriat. Bien, merci pour l'invitation. Tout d'abord, je suis très heureux de pouvoir vous parler de cette activité-là qui va avoir lieu, comme vous le mentionnez, le 28 avril. C'est une activité qui va porter sur le repreneuriat, mais orientée essentiellement pour les cédants, pour ceux qui veulent vendre leur entreprise. Donc, on aura l'occasion de recevoir 3 conférenciers qui vont nous parler de des sujets très, très spécifiques, à savoir la fiscalité, la comptabilité et aussi les aspects juridiques d'un transfert d'entreprise, d'une vente d'entreprise. Donc, ces 3 conférenciers-là vont nous entretenir pour la majeure partie de l'activité. Et par la suite, il y aura aussi le témoignage d'une personne qui aura passé au travers de tout ce processus-là pour vraiment nous amener là, les différents aspects, comment ils l'ont vécu, ces personnes-là. Bon. J'avoue, je vous l'ai dit avant l'entrevue, que je connaissais plus ou moins ce terme-là de repreneuriat. Ça ressemble à une vente d'entreprise, mais il y a quand même des technicalités qu'il faut comprendre. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, la vente d'entreprise, que le repreneuriat. Peut-être nous expliquer un peu là, ce qui distingue les deux. Bien, en fait, le repreneuriat, c'est vraiment l'activité où le domaine de l'économie qui fait en sorte qu'on va reprendre une entreprise dans le but d'en assurer la pérennité. Donc, l'aspect de la vente d'entreprise, qui, elle, est souvent très orientée sur le côté transactionnel, va être une partie du repreneuriat ou du transfert d'entreprise. Mais on dit souvent que le repreneuriat, le transfert d'entreprise est composé de 3 composantes. Donc, le transfert des actions, des actifs, qui est la propriété de l'entreprise, qui est essentiellement la transaction, mais aussi le transfert des connaissances et le transfert de direction de l'entreprise. Donc, c'est ce qui fait que le repreneuriat est une activité plus complète que juste la transaction. Ce que les gens, lorsqu'ils vendent une entreprise, par exemple, n'ont pas nécessairement ces connaissances-là. On va vendre l'entreprise, mais sans connaître aussi tout ce qui entoure cette transaction-là. C'est ça? Les impacts, effectivement, les choses qui sont à côté de la transaction en tant que telle, mais qui font en sorte qu'ils ont une très grande importance. Parce qu'il faut savoir que dans le transfert d'entreprise, la majeure partie des causes d'échec sont reliées à des aspects humains. Et les aspects humains, bien, on les traite beaucoup plus dans la transaction, pas dans la transaction, excusez-moi, mais dans le transfert des connaissances et le transfert de direction de l'entreprise. Donc, c'est ce qui arrive des étapes supplémentaires, subséquentes à la transaction. Bon. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le Haut-Richelieu qui où il y a eu repreneuriat et où vous avez aidé ces entreprises-là à faire le transfert, justement? Bien, si je peux me permettre d'amener quelques statistiques, des statistiques qui ont été publiées par l'ORTEC, l'Observatoire sur la reprise et le transfert d'entreprises du Québec. On dénote que dans les 5 prochaines années, il y aura 55 000 entreprises ou 50 000 entreprises qui vont être transférées au Québec. Naturellement, le Haut-Richelieu est représentatif du tissu entrepreneurial québécois. Donc, il y a des impacts au niveau du Haut-Richelieu. Et puis, on s'est permis de faire une extrapolation chez NextDev qu'on va annoncer justement à l'activité mardi. Vous m'excuserez de ne pas dévoiler le punch, mais ça fait partie d'attirer des gens pour connaître cette statistique-là. Mais c'est représentatif du reste du Québec. Donc, 50 000 entreprises sur 5 ans, ça en fait en moyenne 10 000 par année à la grandeur du Québec. Fait que si on fait quelques proportions, on en arrive à un nombre qui est quand même intéressant et qui nécessite qu'on s'y attarde au niveau de chez NextDev en développement économique, mais aussi au niveau de nos partenaires comme le CAE ou la Chambre de commerce ou encore le développement économique de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que à ceux qui, justement, songent peut-être là, à transférer leur entreprise, c'est de bien planifier ce transfert-là. Pas nécessairement signer un papier comme quoi, bon, je vous vends mon entreprise. Il faut planifier tout ça. C'est effectivement, je suis content que vous l'ameniez parce que la préparation, c'est vraiment l'aspect sur lequel on veut focusser lors de cette activité-là, d'amener les gens à penser, à commencer à se préparer et se préparer de la bonne manière sur des points de vue naturellement très transactionnels. Il faut se le cacher, il ne faut pas se le cacher. C'est une activité qui implique une transaction, qui implique des montants d'argent
important pour les cédants et pour les repreneurs. Donc, la préparation est extrêmement importante parce qu'il y a des impacts fiscaux qui sont là. Les lois fiscales ont leur contingence, ont leur requis, oui. La comptabilité. Donc, on veut travailler sur la préparation, naturellement, à tous ces aspects-là, mais aussi la préparation chez l'entrepreneur lui-même, au point de vue personnel, parce que prenez par exemple un entrepreneur qui a son entreprise depuis 25-30 ans, qui est le maître d'œuvre dans l'entreprise. Quitter son entreprise, quitter son bébé, c'est beaucoup d'émotions. C'est difficile. C'est difficile, ça demande de la préparation et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un transfert d'entreprise, un reprenariat, va prendre de 5 à 7 ans, globalement, dans tout le processus que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, c'est important. On veut sensibiliser les gens qui sont près de ça à agir rapidement là-dedans, avec les gens qui sont tout proches de nous, les experts qui sont nécessaires à la transaction, mais aussi au support au niveau humain, au niveau connaissance, au niveau gouvernance, etc., etc. Est-ce que c'est le manque de relève qui amène ces gens-là justement à transférer leur entreprise à d'autres mains? Bien, le manque de relève, oui. En fait, il y a un certain manque de relève à ce niveau-là parce que la préparation n'est pas nécessairement bien faite. Je vais vous donner comme exemple quelqu'un qui a une entreprise, mais qui n'identifie pas, par exemple, des employés qui pourraient prendre la relève sur un horizon de 5-10 ans. Donc, un transfert qu'on appelle un transfert management buyout, excusez l'expression en anglais. Donc ça se prépare aussi à identifier des employés et les amener progressivement à prendre plus de responsabilités dans l'entreprise et de l'actionnariat par conséquent. Donc, il y a un manque de relève dans ce sens-là, mais il y a aussi un manque de planification de cette relève-là de la part des cédants. On dit souvent dans les statistiques qu'il y a près de 60 des entrepreneurs qui n'ont pas de plan de relève, là, puis ils sont assez âgés en conséquence. Donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'accent sur la préparation. Et puis, depuis plusieurs années, ça suit une courbe, la courbe des baby boomers, là, la courbe de la population québécoise. Et puis, bien, heureusement, il y a beaucoup de repreneurs qui s'intéressent de plus en plus au reprenariat au lieu du démarrage d'entreprise, parce qu'il y a des grands avantages à reprendre une entreprise comparativement à la démarrer à zéro, par exemple. Bon, bien, on va rester dans ce secteur-là. Donc, est-ce que NextDev reçoit des offres, par exemple, de personnes qui aimeraient reprendre des entreprises, mais ne savent pas nécessairement lesquelles, parce que... Mais vous aidez ces personnes-là, justement? Oui, on aide ces personnes-là, les repreneurs. D'ailleurs, chez NextDev, on a commencé à monter une espèce de répertoire de repreneurs potentiels qui sont intéressés à faire des acquisitions d'entreprises dans une belle région. Ou même le contraire aussi, des entreprises qui veulent trouver un Exactement. repreneur. Nous, au service aux entreprises, chez NextDev, notre rôle, c'est aussi de les aider dans différents aspects, de les conseiller dans différents aspects, mais aussi, lorsqu'on voit qu'il y a éventuellement un transfert, une reprise, une vente d'entreprise, bien d'offrir nos services pour les amener à se préparer et démystifier tout le processus qui vient en ligne de compte. Comme vous le disiez, c'est beaucoup plus complexe que juste une transaction. Mm-hmm. Et pour revenir aussi à la planification, vous avez mentionné donc que les gens, à ma question sur le manque de relève, on ne le voit pas nécessairement, mais vous souhaiteriez peut-être que ceux qui dirigent les entreprises s'interrogent sur le potentiel de leur personnel pour voir qui pourrait prendre la relève. Ça faciliterait les choses dans le transfert? Oui, ça faciliterait les choses parce que c'est des gens à qui on a amené dans la culture d'entreprise, par exemple. Mais ça, c'est au niveau des employés, mais c'est aussi au niveau de la famille. OK? Et moi, j'ai vu dans ma pratique depuis plusieurs années, des fois, des propriétaires d'entreprise qui tout simplement disent « Non, mon fils, il n'est pas fait pour ça » ou « Ma fille n'est pas faite pour ça ». J'ai même déjà vu des gens qui disent « Non, c'est trop difficile, je veux épargner mes enfants de ça ». Alors qu'on peut voir des fois ce potentiel d'entrepreneur-là chez nos enfants, mais on leur coupe, si on peut dire, la source. Il faut avoir cette sagesse-là de se questionner. Puis naturellement, il y a des choses à faire dans cette préparation-là pour vérifier si nos employés ont les bonnes qualifications, les bonnes compétences, les bons réflexes aussi. Même chose du côté de chez nos enfants. Donc, pour vous citer un exemple que j'ai déjà eu. On voyait très bien le fils plus âgé comme étant la relève du père et la fille avoir un rôle plus effacé. Oui, c'est souvent l'ordre hiérarchique de la famille. Ben oui, c'est la bonne vieille méthode, la bonne vieille manière de penser. Mais en utilisant des tests psychométriques, différents tests de compétences, on s'est aperçu que c'était la fille qui avait le plus grand potentiel de gérer l'entreprise globalement
et le fils, lui, du côté des opérations. Donc, chacun a trouvé vraiment sa position dans l'entreprise et assurer une complémentarité qui était gagnante de ce Puis ça, cette grille-là, est-ce que de plus en plus de gens l'utilisent justement pour au moment de la transaction? Oui, on pousse énormément pour faire en sorte d'aller vérifier les personnes en place et les acquis qu'ils ont pour vérifier la possibilité. Quand il restera, par exemple, à trouver du financement, trouver des manières de financer l'entreprise, de faire une transaction, des actions progressives ou complètes, ça, il y a toujours moyen de ficeler les dernières ficelles, comme je dis souvent. Mais d'avoir le bon fondement au niveau des individus qui vont transmettre la culture, l'amener à innover pour aller chercher une pérennité, une croissance, souvent qu'on ne voit pas avec les cédants qui se disent « Ah, j'ai plus le goût de ça, d'acheter une nouvelle machine ou encore d'investir dans telle et telle initiative technologique. » Bon, bien, souvent, ils ont moins le feu sacré pour ça. C'est là où on amène un repreneur qui va avoir aussi, comme on dit souvent, le couteau entre les dents puis qui va être prêt à prendre des risques aussi. Bon. Les repreneurs, généralement, vont essayer de trouver des entreprises qui touchent qui sont proches de leur connaissance. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Et sinon, est-ce qu'on les aide justement là, à s'orienter vers le genre d'entreprise que ces repreneurs-là pourraient mettre la main? Oui, effectivement, c'est toujours plus facile d'aller chercher un repreneur qui a une certaine base dans le domaine, soit au niveau commercial, soit au niveau opérationnel, soit au niveau comptable, par exemple, OK? Mais on peut voir des gens des entrepreneurs, des jeunes repreneurs qui ont vraiment le goût de se lancer et de faire les efforts nécessaires pour apprendre. Et c'est là que la période de transfert de connaissances et de transfert de direction est extrêmement importante lorsque le cédant a fait sa transaction, bien, d'accompagner ces jeunes-là pour leur donner le minimum à être capable de fonctionner, d'assurer la pérennité de l'entreprise, puis après ça, de la développer selon bon leur semble à ces repreneurs-là. Donc, oui, effectivement, là, il y a cette volonté-là de trouver des gens avec un certain fondement, disons. Ça rassure beaucoup les financiers, c'est bien évident. Mais on peut voir, par exemple, chez d'autres entrepreneurs, la volonté ou la capacité d'apprendre rapidement, puis avec un accompagnement de la part des organismes de développement économique comme nous pour les aider à s'orienter dans la stratégie. Je le vis présentement avec une entreprise là, qui a démarré ici, puis que présentement, on est à retravailler un peu la stratégie d'entreprise. Parce que c'est plus facile pour quelqu'un à l'extérieur de la forêt d'en arriver puis d'amener tout ça, incluant aussi l'expérience et les connaissances. Mais c'est la même chose du côté des repreneurs aussi, là. Donc, avec l'accompagnement à l'interne avec le vendeur, mais aussi de toutes les autres ressources qui sont disponibles. Puis là-dessus, ces ressources-là, ils sont présentes chez NextDev, au CAE, à la Ville, à la Chambre de commerce, mais aussi chez les financiers, chez Investissement Québec, par exemple, Fonds de solidarité ou des organismes comme ça, où il y a Evol même, il y a beaucoup d'accompagnement qui est présent, mais les gens sont malheureusement pas au courant de tout ce qui leur est possible d'avoir recours. Donc, mardi prochain, là, ce sera autant pour ceux qui veulent vendre leur entreprise que pour ceux qui veulent mettre la main sur une entreprise. Ce sera intéressant d'assister à ces ateliers-là. En fait, je vous corrige là-dessus parce qu'on a des bonnes nouvelles, je m'excuse, mais l'activité de mardi prochain est exclusivement réservée aux cédants. OK, aux cédants, d'accord. Aux cédants. Et on prépare pour l'automne une activité pour les repreneurs aussi. On va répondre cette année aux besoins de tout le monde, une activité là, qui est en préparation aussi. On a des idées qui nous viennent et puis on va préparer une activité. Et là, naturellement, bien, on va pouvoir inviter tous les repreneurs, les consultants qui peuvent leur donner un coup de main, les financiers, tout ça. Mais demain, c'est une activité vraiment plus où on va garder une certaine confidentialité, parce que pour un propriétaire d'entreprise, vouloir vendre son entreprise, bien, des fois, c'est signe de bien des choses. Ça peut alimenter les rumeurs. On veut éviter ça, mais on va le faire en toute confidentialité, en toute, je dirais même intimité, parce que c'est réservé à un certain nombre de personnes. Donc, c'est pour vraiment ceux qui veulent vendre leur entreprise. Vendre leur entreprise, ils peuvent s'inscrire via le site web de la Chambre de commerce au ccihr.ca. C'est un frais d'entrée qui est minime, là, 25 $ pour les membres et 35 $ pour les non-membres. Une belle matinée où, avec ces conférenciers-là, il va y avoir café, brioche, etc., etc., puis plein de gens pour pouvoir réseauter. Merci beaucoup, M. Ellefson. Ça m'a fait grand plaisir. On fait une pause et on revient tout de suite après. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants
dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30, Télébingo. À tous les ans, à tous les automnes, il y a le rallye Rose des Sables qui se déroule et cette année, ça va se faire dans le désert du Maroc. C'est un événement très important. Et pour nous en parler, on a une Marie-Villoise qui participera d'ailleurs au mois d'octobre à ce rallye Rose des Sables. Il s'agit de Mme Alban Canaferina. Je le prononce bien, j'espère? Oui, bravo, Parfait. bravo. Bon. Alors, bonjour, bienvenue sur le plateau. Merci de me recevoir. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ce rallye-là, peut-être nous expliquer un peu ce que c'est le Rose des Sables. Alors, c'est un rallye 100% féminin qui est basé sur l'orientation et pas sur la course contre la montre. Et ça soutient différentes causes comme le club des petits déjeuners, le cancer du sein. Et puis, donc, on n'est que des filles qui vont aller pendant 9 jours dans le désert faire cette course-là. Oui, ça va se faire, je pense, du 9 au 18 octobre, exactement, je pense. Exactement. Ça. Bon, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre part à cet événement-là? Bien, plusieurs choses. Les causes, déjà, parce que moi, j'ai une des meilleures amies de ma mère qui a eu le cancer du sein l'année dernière. Donc, je pense qu'on est quand même sensibilisé beaucoup à ça. Et puis, j'ai été élevée par un papa qui était très fan de Paris-Dakar, très fan de Formule 1. Et quand j'étais petite, j'ai toujours dit qu'un jour, je ferais le Paris-Dakar. Bon, c'est pas le Paris-Dakar parce que j'ai pas fait pilote professionnel, mais ça y ressemble quand même pas mal. Oui, c'est ça. Donc, vous avez toujours rêvé de participer à un événement comme ça, là? Oui, je suis un peu casse-cou. Alors, disons que oui, c'est ça qui m'allumait vraiment beaucoup. Puis, je viens d'avoir 50 ans. Alors, je ne sais pas si c'est la crise de la cinquantaine, mais je me suis dit que c'était cette année que j'allais le faire. Bien, souvent, c'est peut-être un âge où on se cherche un défi personnel, peut-être, hein, autre que professionnel. Parce que professionnel, on a quand même atteint nos objectifs, ou à peu près. Donc là, c'est plus les défis personnels qui viennent nous chercher. Hein. Oui, tout à fait. C'est un défi. Puis je voulais le faire avec une personne qui me complétait bien. Donc, j'ai trouvé une de mes amies, Nathalie, qui voulait le faire depuis très longtemps, elle aussi. Il y a 10 ans, elle voulait le faire, puis elle n'avait pas réussi. Alors oui, c'est un beau challenge personnel. Oui. Bon. Parce que pour participer à ce genre d'événement, il faut se préparer. Mais vous avez une vie quand même assez occupée. On va y revenir plus tard parce que vous travaillez dans le domaine politique, vous avez un blog, vous êtes pas mal occupé. Et en plus, il faut se préparer à ce genre d'événement-là. Comment vous réussissez à trouver là, le moment et la motivation pour se préparer à ça? Alors la motivation, je l'ai, peu importe ce que je fais dans ma vie. Le moment, on essaie de trouver le moment qu'on peut. C'est vrai que, comme vous le disiez, je travaille en politique, alors en ce moment, c'était assez intense. Mais après ça, je suis quelqu'un de très rigoureuse. Même quand j'ai écrit mon livre ou que j'ai écrit le blog, je me mets des horaires. Donc, quand j'ai décidé que j'allais faire ça, je le fais, puis je m'y tiens. Puis Nathalie, c'est une ancienne policière, alors elle s'entraîne tout le temps parce qu'elle, c'est comme ça de seconde nature. Moi, disons qu'il faut que je me force un petit peu pour aller faire du gym et tout. Mais c'est ça. Puis il y a des formations quand même. On est bien entouré par le rallye. Donc nous, on s'est trouvé des formations. Nat va être surtout celle qui a la boussole. Moi, je vais être la pilote. Alors, on va faire des formations et pilotage et boussole. Elle a commencé. Moi, pilotage, j'attendais un peu que la neige soit fondue, même si on nous dit que le sable ressemble à la neige. J'ai conduit dans les dunes des Landes. Je peux vous dire que c'est pas pareil. Vous avez des réserves, hein, c'est ça? Mais vous préparez, est-ce que vous avez le véhicule pour vous entraîner, pour vous préparer à ce genre d'événement-là? Parce que ça prend un véhicule particulier. Oui, exactement. Nous, on a loué un Polaris 1000 qui est spécialisé pour faire ce genre de rallye parce que vous avez 4 catégories pour le rallye. 4x4, SSV, side-by-side, comme nous on fait, quad ou moto. Donc, c'est sûr que vous pouvez louer sur place vos véhicules. Nous, c'est ce qu'on a fait. Les Françaises sont avantagées parce qu'elles vont au Maroc assez facilement s'entraîner. Puis nous, on a des amis qui ont donc des side-by-side. Alors, c'est comme ça qu'on fait. Et puis, c'est vrai qu'au niveau aussi de l'organisation, il y a des anciennes québécoises qui ont fait le rallye, qui offrent des formations, ne serait-ce que boussole. Alors, on prend toute l'aide qu'on peut. Exactement. Donc, je mentionnais que ça commençait le 9 octobre, mais vous devez arriver quelques jours avant, j'imagine, pour vous acclimater là, au décalage horaire et à l'environnement où ça va se passer. Exactement. Nous avons décidé d'arriver pour le 6 octobre. Et puis, on va rester 3 jours un petit peu après aussi pour visiter minimalement le pays. Mais oui, exactement. C'est surtout le décalage horaire.
Parce qu'à partir du moment où vous arrivez sur le bivouac, donc le village, on va dire ça comme ça, vous ne partez pas tout de suite. Ils vous font quand même 2 jours d'acclimatation, de regarder la mécanique, d'aller faire un peu des warm-up dans le désert, etc., d'après ce que j'ai cru comprendre et d'après le programme. Est-ce que vous avez un objectif? Je sais que le temps ne compte pas, mais est-ce que vous vous êtes ciblé des objectifs pour votre satisfaction personnelle? Au départ, je disais, je veux le terminer sans casser le moteur, etc. C'est le côté Formule 1 un peu, là. Alors, maintenant, j'avoue qu'on est compétitifs l'une et l'autre comme Nat, donc on se disait, ouais, on va le finir. Si on peut taper un podium, on va être heureuse. Donc, on verra bien. Oui, c'est ça. Et pour participer à ce genre d'événement, ça prend de l'argent. Oui. Donc, vous souhaitez donc du financement. Exactement. Comment ça se déroule et comment on peut faire pour vous aider? Alors, il y a plusieurs façons. Nous, on a monté plusieurs choses, c'est-à-dire que Nat appartient à un GoFundMe pour nous aider. Donc, c'est sûr que là, c'est surtout les amis, etc. Moi, j'ai monté des plans de commandite, alors que ce soit bronze, argent, or, etc. Il y a plusieurs formules. À date, on a des commanditaires. On en a un qui s'appelle Voyage Évasion. Alors, on a pu réussir à avoir un billet d'avion. Puis, on est en négociation avec d'autres. Comme je disais aussi tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a les fondations de l'organisation. Ouais. Et là, je suis en train d'essayer de voir si je ne peux pas faire un partenariat avec une fondation qui est un peu plus canadienne, qui est un peu plus locale pour nous. Alors peut-être que ça va fonctionner et puis on pourra porter... C'est encore une organisation pour des femmes, pour aider des femmes. Donc on verra si on peut faire ça comme ça. Bon. Quand vous avez décidé de participer à ce rallye-là, donc vous faites équipe avec Mme Nathalie de Rome, ça a été naturel que vous deux vous joigniez, que vous fassiez une équipe pour participer à ça? Exact. En fait, ça m'a réveillée en plein milieu de la nuit parce que j'avais fait un post sur Facebook en disant « Tiens, moi, ça y est, je veux le faire, je vais le faire. » C'est sûr. Mais je cherche une partenaire pour le faire avec moi. Alors, j'ai des amis super, mais je disais, ah, non, je ne peux pas partir avec elle. C'est sûr que je la mets dans le désert, je la laisse là. Et en plein milieu de la nuit, boum, je me suis dit, mais c'est avec Nathalie qu'il faut que je fasse ça. Nathalie et moi, on se connaît depuis très, très longtemps, sans vraiment se connaître. Mm-hmm. Et au fur et à mesure qu'on montait le plan de commandite, les projets, comment tu vois ça, etc., on s'est rendu qu'on était complémentaires et puis je pense que ça va être un super team. Bon. Je le disais aussi en entrevue, vous l'aviez confirmé, vous êtes une femme très occupée. Vous travaillez dans le milieu politique et pour les gens qui ne le savent pas, vous travaillez pour la Coalition Avenir Québec. Oui. Vous avez eu à travailler, notamment à coordonner la course à la chefferie de la CAQ. Je ne vous demanderai pas d'analyse politique et tout ça, mais c'était quoi de travailler, de coordonner cette course à la chefferie-là? Ah, c'était très intense, ça a été très intéressant. On avait 2 candidats qui étaient différents l'un de l'autre, mais qui voulaient réussir à gagner l'un et l'autre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une chefferie? Ça veut dire des règles à créer en l'espace d'un record temps extraordinaire. Donc, en une semaine, on avait sorti les règles, parce que nous n'avions pas ça. Ensuite de ça, c'est d'organiser 2 débats. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne savent pas trop c'est quoi un congrès, ou etc. Moi, je travaille avec des policiers parce qu'il faut sécuriser les sites. Il faut trouver les thèmes, il faut trouver l'animateur, il faut trouver... nous, on voulait surtout pas savoir les questions parce qu'on est neutre. Je faisais partie également du comité électoral. Donc, c'est tout ça organisé et puis à tenir bout à bout. Un congrès à la chefferie, c'est à peu près 1500 personnes. Là, en plus, on avait un hommage à M. Legault. Alors, il fallait trouver des partenaires qui voulaient bien donner des capsules vidéo, faire un petit message, etc. Mais oui, ça occupe pas mal les jours et les nuits. Oh. Depuis 3 mois, on était pas mal à temps plein là-dessus. Mais comment vous en êtes venu à travailler dans le monde politique? Quelque chose qui a fait qui n'était pas prédestiné à la base. Je revenais du Texas. J'ai passé 4 ans au Texas. Et puis, je me suis arrêtée à Magog et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Gilles Bélanger et qui était un homme d'affaires de la région, etc. Et je l'ai rencontré. Ça n'a pas fonctionné par rapport au projet que moi j'avais. Mais quelques mois plus tard, il m'a rappelé pour me dire qu'il se lançait en politique et qu'il avait besoin de moi pour l'aider dans ses bénévoles. Je dis, OK, mais moi, je ne connais pas ça, la politique. Et puis, surtout que ça faisait 4 ans que j'étais au Texas. Mm-hmm. Et il m'a dit, je suis sûre que tu es capable. Et puis, voilà, j'ai été repérée par ma directrice générale. Et puis, j'ai pris, dans un premier temps, la direction des événements nationaux. Et en plus de ça, maintenant, depuis presque 2 ans et demi, je suis directrice générale adjointe. Bon.
Donc, ça t'y a occupé, ça va Pas tenir mal. occupé parce que là, il y a une élection à préparer aussi. Oui, aussi, Hein? oui, aussi. Voilà. Il y a un conseil général à la Oui, fin du mois de oui, mai et une élection à l'automne, oui. Donc, ça occupe presque 24 heures sur 24, Pas mal, un travail pas mal. comme ça. Et C'est ça. sincèrement, à moins qu'il y ait changement, mais je pense pas, mais je crois que je monte dans l'avion le lendemain de l'élection nationale pour partir au Maroc. Oui, parce que c'est prévu début octobre, effectivement. Et on mentionnait aussi, en plus de tout ça, vous écrivez des livres et vous avez un blog également. Oui. Donc parlez-nous un peu de ces deux choses-là qui sont complémentaires à ce que vous faites actuellement. Le livre, en fait, c'est quelque chose, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire. Je n'avais pas les moyens de temps à vouloir consacrer à ça. Puis je ne savais surtout pas écrire. J'écris quand même correctement, mais c'est quand même écrire un livre, ça a une structure particulière. Oui, c'est ça. Et puis je voulais parler de la violence faite aux femmes. Alors, il y a un moment donné, j'ai fait un essai, 2 essais, 50 essais, 30 000 essais. Puis au bout d'un moment, j'ai décidé d'aller vers des maisons d'édition en auto-édition. J'ai pris une coach d'écriture. Et puis, pour la petite histoire, celui qui m'a vraiment, vraiment poussée, il s'appelle Mathieu Bocoté. Et il m'a vraiment mis un coup de pied dans les fesses en me disant « Écris, t'es capable, tu vas pouvoir le faire. » Alors, c'est ça que j'ai fait. Je me suis bien entourée. J'ai sorti un livre qui s'appelle « Marqué au fer rouge » et qui est sorti en septembre l'année dernière. Et je suis en préparation d'un nouveau livre, mais là, comme étant donné qu'il y a le rallye, comme étant donné qu'il y a beaucoup de choses, je me suis dit, tiens, je vais écrire un blog, c'est beaucoup plus facile. Oui. Et ça se programme. Alors, dès lors que j'ai une idée sur les relations humaines, c'est majoritairement sur les relations humaines, l'amitié, l'amour, les déceptions, les challenges. Pourquoi j'ai un de mes amis qui m'a offert une pièce où c'est marqué oui ou non quand on la lance. Donc, tous ces... C'est publié dimanche matin, je pense, ce Oui, blog-là. ça s'appelle les dimanches latés. Oui, c'est et ça. à Ça 9h le matin, j'appuie sur le piton, puis l'article Oui, j'avoue que ça se lit très bien en prenant notre café le matin. Ah, Ça, c'est très gentil, merci. Je peux vous le confirmer. C'est gentil. Donc, on rappelle votre participation au Rallye Rose des Sables, c'est en octobre prochain. Exactement. C'est pour 2 très belles causes. On va vous souhaiter tout le succès du monde pour ce rallye-là et puis pour tous vos autres projets également. Eh bien, merci infiniment de m'avoir reçu. Ça fait un grand plaisir. Donc, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.